You're as cold as ice. You're willing to sacrifice our love. Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce 20e déjà épisode de la 3e saison de Cold Facts. Avant de parler de l'actualité des clubs romans, il n'y en avait que 3 finalement cette semaine, puisque Lausanne va sortir de quarantaine, mais Lausanne était toujours en quarantaine, donc Fribourg, nos pronos, Genève et Bienne, mais avant ça, suivi de l'actualité, on va revenir un petit peu sur ces aides à fonds perdus, sur ces histoires de licence suisse avec ce spectre potentiel d'un arrêt Bosman dans le hockey. On a posé la question à un avocat et on va vous dire tout ça. Salut Greg. Salut Jean-Fred, comment ça va ? Ça va bien et toi ? Pas mal, merci. On a eu malheureusement la nouvelle qu'on a annoncée la semaine passée en fin d'épisode sur un nouveau potentiel cas de Covid que j'avais reçu j'avais reçu l'info juste avant fin d'épisode. C'était Lausanne, quoi. Ouais. Donc on n'a que 3 clubs à traiter aujourd'hui. Ça commence à devenir un peu la norme, c'est un peu notre plafond. On espère d'ailleurs que maintenant, avec ces cas, parce qu'on avait 10 on va dire la première fois, non, c'était plutôt la deuxième en janvier, 10 cas, là, visiblement 9, alors il y a peut-être un membre du staff et tout. Bon, on commence gentiment à arriver à l'ensemble de l'équipe, ou en tout cas, plus de 12 joueurs et un gardien, parce que je suis quand même retourné voir le règlement, Ouais. parce que je me rappelle de Denis Vaucher, on le répète peut-être, On ça était devient peut-être une présents, litanie, on ouais. était présents, on dirait ils avaient ce cas-là, si jamais pour faire un match, il faut 12 joueurs de champ et un gardien, et puis on peut rappeler des juniors, enfin on peut compléter, et on n'arrive quand même toujours pas à comprendre que ce cas de figure ne s'est jamais présenté, parce que finalement les médecins cantonaux outrepasse le petit règlement imaginé par la National League, finalement. La situation est la suivante de ce que je comprends. Alors, entre le moment où on enregistre cet épisode et le moment où vous l'écoutez, peut-être qu'il y aurait un update de la Ligue et ça sera à l'opposé complet parce qu'il n'y a encore pas la décision du médecin cantonal qui est tombée. Mais de ce que j'ai cru comprendre, les joueurs qui sont en quarantaine actuellement, les cas contacts sont en quarantaine jusqu'à vendredi. Serait jusqu'à vendredi. Donc apparemment le match de vendredi devrait encore sauter, mais par contre dimanche le match devrait avoir lieu à Ambry. En général Lausanne aime bien revenir de quarantaine à Ambry, donc je pense que c'est plutôt une assez bonne nouvelle pour les Lausannois tout ça. À confirmer. On reste dans l'actu, ou en tout cas on va faire un suivi de l'actu, parce que il y avait quelques sujets, notamment que tu voulais revenir aussi sur les aides à fonds perdus, je crois. Oui, exactement. Parce que c'est un petit peu lié, enfin un petit peu, non, c'est lié à toute la réforme qui est en train de se mettre en place. Exactement. En National League. Depuis la semaine passée, on a eu la confirmation de ce que tout le monde savait, mais sans finalement le dire, du fait que Lausanne n'a pas demandé les aides à fonds perdus, au contraire des 11 autres clubs de National League. Du coup, j'imagine que les gens se disent « Oh là là, mon Dieu, Lausanne va pouvoir continuer d'avoir un train de vie normal et tous les autres vont devoir baisser de 20% leur train de vie. Et donc, Lausanne va être champion pour les 5 prochaines années. » On va dire pas si vite, peut-être. Et on va juste expliquer un petit peu le cadre dans lequel ça se déroule. Pour avoir accès aux aides à fonds perdus, si j'ai bien compris tout ça, il fallait avoir déjà fait une baisse de salaire. Ce qui était le cas des 10 autres clubs au 31 janvier au moment des aides. Et comme par hasard, Lugano a annoncé le 1er février on a trouvé un accord avec les joueurs pour les baisses de salaire, donc voilà, pour rentrer dans les clous. Donc tout le monde était rentré dans les clous, sauf Lausanne qui n'a pas d'accord. Ce qui est finalement à leur honneur, en tout cas, de ne pas avoir ponctionné les joueurs en disant non, mais on paye nos salaires, rien à dire. Par contre, ça ne donne pas accès aux aides. C'était soit ils trouvaient un accord, si j'ai bien compris, je pense qu'on y est. S'ils avaient trouvé un accord, ils auraient pu demander. Mais ils ont décidé, ils ont fait un communiqué très clair en disant « Nous, on ne veut pas les aides parce que ça va limiter notre développement actuel et parce que en revenant à la masse salariale de 2018-2019, parce que c'est ça la règle, je vais recommencer de manière très simple. Si tu veux avoir les aides, il faut avoir fait une baisse de salaire déjà cette année. Et si tu acceptes l'aide à fonds perdus, tu dois accepter de baisser de 20% tes salaires sur les 5 prochaines années en prenant la masse salariale 2018-2019. Celle de Lausanne était avant la Vaudoise Arena et c'est le même cas pour Fribourg qui est avant la BCF Arena, ce qui péjore ces deux clubs encore plus que les autres. Donc Lausanne a dit non, nous on ne met pas nos doigts là-dedans, on ne prend pas les aides.
mais quand même, on se réserve le droit de changer d'avis si jamais. En fait, tous les autres clubs ont fait exactement l'inverse. Zug a communiqué très clairement, mais c'est pas le seul, ils sont beaucoup dans ce cas-là, en disant on a fait la demande d'aide à fonds perdu. Par contre, le règlement actuel ne nous convient pas et on espère faire changer ce règlement. Si le règlement ne change pas, alors on rendra l'argent et on ne mettra nous non plus pas nos doigts dans cette histoire. De toute façon, il y a une règle assez simple dans le hockey sur glace. Si un règlement avantage un seul club et c'est un roman, le règlement n'aura pas lieu. Ça va pas se passer comme ça. Il faut juste en avoir conscience. Là, tu mets le doigt sur quelque chose. Je crois qu'il y a quelques auditeurs en général qui ont l'impression que c'est très suisse-allemand. Pour le coup, là, c'est un peu ça. Non, mais pour moi, il n'y a aucune chance qu'un règlement n'avantage qu'un club. Et c'est pas un des suspects usuels, on va dire. Et encore, en plus, un club qui n'a pas une grande réputation en Suisse allemande, où les façons de faire, on en a suffisamment parlé à ce micro, c'est pas un jugement de valeur, mais ils mettent des coups de pied dans la fourmilière assez fréquemment du côté de Lausanne. Ça déplaît dans notre petit précaré suisse. Donc, non, moi, je peux pas imaginer un monde dans lequel Berne, Zurich, Davos, Zug sont la bouche en cœur en train de regarder Lausanne avoir un avantage majeur sur tout le monde. Je n'arrive pas à imaginer ça. Donc pour moi, ça n'aura pas lieu. Maintenant, la question, c'est comment ça n'aura pas lieu. Est-ce que les conditions vont s'assouplir et donc Lausanne va se ranger dans finalement ces aides c'est très bien parce qu'à moyen terme ça ne nous freine pas dans le développement, ou est-ce que c'est dans l'autre sens, les clubs vont dire, ceux qui peuvent se le permettre, ce sera peut-être pas le cas de tout le monde, hein. Peut-être qu'Ambry, Langnau ou Rapperswil diront nous ma foi on baisse notre masse salariale. Par contre, j'arrive pas à imaginer Zurich, Zug, Berne, voire Fribourg justement qui est dans le même cas que Lausanne, dire non, mais très bien, on baisse notre masse salariale. Si Fribourg a une masse salariale d'environ, admettons, 12 millions, ça veut dire que tu dois baisser de 20% par rapport à 18-19, qui était une masse salariale bien inférieure à celle d'aujourd'hui. Ouais. Donc ça fait quasi une baisse de masse salariale de 35%. Je veux dire, c'est juste impossible. Et donc ça n'arrivera pas. Surtout qu'aussi les clubs, des fois, quand on les voit acheter des joueurs, encore maintenant, ou en tout cas prendre des étrangers, ils doivent bien tourner. Ils ont le droit quand même de sportivement, tout d'un coup, si on reparlera de Fribourg, mais si Brodin est aussi sur les plots, en plus de Stolberg, et qu'ils doivent jouer avec que 2 étrangers, tu vas pas tourner, tu vas tirer un peu plus sur tes joueurs suisses. Oui, tu peux mettre des juniors, oui et tout. Mais enfin, il y a quand même le Fribourg est maintenant 2e à égalité, il y a un championnat avec quelque chose au bout. Ils sont bien classés, ils ont le droit de vouloir continuer à être bien classés et pas se dire oh c'est bon, c'est pas grave. On perd les 53 prochains matchs parce que comme ça on demande pas des aides et puis on n'a pas besoin d'acheter quelque chose, donc on ne dépense pas d'argent. Exactement, donc c'est un peu le cas de tout le monde. Par contre, comme on l'avait déjà dit à une époque, mais ça continue avec Abdelkader à Zug, jamais il y aura une autant grande transparence sur le salaire des joueurs qui viennent en cours de saison. À Zug. À Zug, mais on a aussi eu le cas avec Ryan Lash à Zurich. Oui, regardez, c'est l'assurance de Baltisberger qui paye le salaire de Ryan Lash. Alors que d'habitude, en gros, c'était venez pas nous emmerder, c'est nous qui payons. Là, Abdelkader, il touche 5000 francs qui sont payés par le prêt de Jessis Gragen à Davos. C'est peut-être totalement vrai, hein, parce qu'en plus, Abdelkader a reçu un buy-out de son contrat à NHL, donc il est encore payé plusieurs centaines de milliers, voire millions sur quelques années. Ça va, je crois que lui, effectivement, s'il se dit, moi, je vais jouer dans un club qui peut aller faire le titre, dans un endroit où je serai quand même mieux payé qu'ailleurs, où il y a encore un tout petit peu d'argent, mais surtout je me relance pour la saison prochaine et j'espère choper un contrat en Suisse pour la saison prochaine, je peux voir le délire en tout cas. Complètement. C'est par contre assez rigolo de voir que maintenant tu commences à expliquer les salaires de 5000 francs en passant par un prêt de Jessis Gragen à Davos. Ça, je trouve ça vraiment rigolo. Tout ça pour dire que les aides à fonds perdus, c'est encore un dossier qui va nous occuper un petit moment. Le statu quo n'aura absolument pas lieu, on peut en être certain. Et donc non, je pense que Lausanne peut gagner les 5 prochains titres, mais ce ne sera pas parce qu'ils ont eu un avantage conséquent en termes de compétitivité, juste parce qu'ils n'ont pas pris les aides à fonds perdus. Il faut malheureusement pour les Lausannois pas être naïfs. On va aussi revenir parce qu'il y a un auditeur qui nous a mentionné et qui a mis le doigt sur le fait que quand on a parlé des licences suisses et des 7 étrangers, on n'était peut-être pas habilité à le faire dans la mesure où juridiquement, effectivement, on n'a pas d'autres compétences que notre expérience et on n'a pas de diplôme pour prouver ça. Donc, comme on l'avait dit,
on a posé la question à un avocat spécialisé dans le sport, qui a d'ailleurs des contrats avec des joueurs de National League. Et alors, ça va peut-être pas faire plaisir parce que j'arrive pas à donner une réponse ferme. Parce que, là aussi, c'est assez intéressant, quand j'ai posé mes questions sur la possibilité de voir une sorte d'arrêt Bosman dans le hockey sur glace, est-ce que ces joueurs pourront peut-être se retourner contre la National League et faire valoir leurs droits devant des tribunaux? La réponse a été, mais j'aimerais quand même bien voir les structures et les règlements de cette National League une fois qu'ils seront sortis et pas... Une fois qu'ils seront votés. Et surtout. voter, et pas commencer à brasser de l'air et finalement faire de la sculpture sur nuage en imaginant des choses. Alors, c'est peut-être un peu frustrant pour certains, mais je trouve que c'est tout à l'honneur de dire, attendons d'avoir... Revenez me voir quand il y a les règlements, les statuts et tout, et là, on peut en discuter très clairement, et il nous fera un message vocal pour nous expliquer tout ça, et on pourra démêler le vrai du faux. Ça, c'est super. Par contre... Il a quand même pas rien dit, rassure-moi. Voilà. Non, quand même. Mais il m'a aussi dit, il faut accepter les règles du jeu. C'est-à-dire que quand tu as la National League SA, c'est une entreprise, on accepte les règles. Les 12 clubs signent un protocole en disant on accepte. Si on n'est pas d'accord juste après en disant on veut faire sauter quelque chose, ça devient complètement débile dans la mesure où la National League SA, elle est jeune et ils sont tous d'accord pour aller dans le même sens. Donc de commencer directement là à attaquer, ça n'a pas de sens. Donc ça n'arrivera pas de la part de clubs à ce niveau-là. Si tu n'es pas content, en fait, tu quittes. Et c'est un système de vote à majorité. Sur 12, on a bien compris qu'il fallait 7 votes pour faire passer quelque chose ou pour changer. On accepte les règles du jeu, donc. Mais il m'a mentionné qu'il avait vu des failles dans le passé, parce que je lui ai dit, ouais, mais ils sont quand même solides maintenant. Je pense que quand ils mettent en place leur structure, ils vont se blinder à ce niveau-là, parce qu'ils voient bien où il pourrait y avoir des trous. Alors, il dit, on a vu des flous réglementaires par le passé, je l'ai déjà vu, donc voilà. Mais effectivement, ça risque... Il y a peu de chances que ça se passe. Et il dit qu'il faudrait montrer que le système est discriminatoire en parlant des licences étrangères, en disant que est-ce qu'un Berton, est-ce qu'un Boson, est-ce qu'un Kennins peut venir et dire oh, vous m'empêchez de jouer, ça va pas. Donc montrer que le système est discriminatoire. Il faudrait prouver un dommage, qu'il aurait pu avoir un meilleur contrat si ça se passait sous l'ancien régime ou si ça se passait différemment. Et sachant que le but est de baisser globalement les salaires, ça va être difficile de dire dans cette nouvelle normalité que sera celle du fair play financier avec les licences étrangères. Ça va être difficile de dire est-ce que le contrat aurait pu être à ce point meilleur dans cette nouvelle réalité-là, j'imagine. Exactement. Est-ce que si tu aurais pu gagner 1 million à la place de 300 000, admettons, par saison, ben non, en fait. Puisqu'on est sur une baisse des salaires, il y a peu de chances que tu aurais... Ça te bloque et t'empêche d'avoir un contrat beaucoup plus élevé. Le jeu en vaut-il la chandelle? Il est vraiment clairement pas persuadé. Il dit qu'il faudra un avocat qui passe des heures, mais vraiment des heures et des heures, à peu près gracieusement, parce que ça demande un taf assez énorme pour trouver peut-être justement une faille. Et après, il faudra un procès qui prendrait beaucoup de temps et dont l'issue serait incertaine. Donc en fait, techniquement, il y a peut-être une chance sur un truc, si on trouve la faille et tout. Mais il y a tellement de points à passer, en fait, qu'on a l'impression que ça devient injouable, finalement. Mais est-ce que finalement, c'est pas ce qu'on a eu depuis un moment, avec une sorte de gentleman agreement qu'il y avait dans le hockey suisse depuis toujours, où techniquement, un club pouvait en faire jouer un soir plus de 4 étrangers européens, mais ne le faisait pas, justement parce que derrière, ça ouvrait une boîte de Pandore qu'aucun club n'avait envie d'ouvrir. Est-ce que là, ça va être pareil avec un joueur qui se dit bon, alors peut-être que je gagne un tout petit peu moins, mais je gagne toujours ma vie en jouant au hockey, tandis que si je pars en guerre contre la SA, finalement, ben, je vais peut-être gagner un petit peu, mais par contre, je vais perdre des années de carrière, et du coup, derrière, pour me retrouver un contrat, ben, l'arrêt Bosman, Jean-Marc Bosman en est quand même un cas, parce que c'est derrière, quand tu te mets tout le monde à dos, ça devient un peu plus compliqué de rejouer, de refaire ton travail. Et très justement, il m'a aussi dit, Bosman, parce qu'on cite toujours cet exemple, et à raison, hein, c'est l'Europe. Ouais. Là, on parle du championnat de Suisse, en fait, finalement. Donc, du championnat suisse de hockey sur glace. Ce serait pour pouvoir jouer que, en fait, faire des pieds et des mains pour ne pouvoir
jouer que dans le championnat suisse de hockey sur glace. Là, l'arrêt Bosman, c'était pour pouvoir jouer partout en Europe selon les règles établies du travail européen et de l'ouverture des frontières. Là, ce serait faire toute une procédure juridique juste pour avoir le droit de continuer à gagner son argent en Suisse. Ouais. Ça commence à être sérieusement difficile, en fait. Et il y a encore un point sur lequel on pourrait revenir, c'est sur les licences étrangères, qu'il y aura 7 à partir de la saison 2022-2023. Ouais, mais c'est 7 étrangers sur la glace. Sur la glace, illimité dans le contingent, mais il y a quand même une faille. Pas une faille, il y a quand même un point qu'on n'a pas évoqué la semaine passée. Un bémol. Et c'est mon confrère Jean-Philippe Presselwenger qui m'a rappelé ça, qu'en fait les licences vont être payantes dorénavant, alors qu'elles étaient gratuites auparavant. Donc, et pas 800 francs, ou c'est pas la licence en corpo, quoi. Et du coup, en mettant un montant sur la table, en devant payer chaque licence, les clubs vont aussi pas être enclins à en acheter 36. On a une idée du prix? J'ai 20 000 en tête. Ok. C'est pour dire, effectivement, ça veut dire que si tu en as 7 d'étrangers, bah, tu as quand même 140 000 francs qui, à peu près, admettons, sont sortis, ne serait-ce que juste pour avoir le droit d'aligner ces étrangers. Oui. Ça, ils sont même pas encore payés. C'est 140 000 francs que tu devras sortir pour pouvoir les mettre dans ton contingent. Exactement. Donc, c'est aussi un moyen de réguler le nombre de joueurs étrangers qui vont être présents dans le championnat de Suisse. Ça veut dire qu'en plus du salaire que tu vas devoir lui payer, ça va compenser peut-être la différence avec un joueur suisse, dire bah oui, peut-être qu'il va être un tout petit peu moins cher, mais tu devras payer sa licence, donc ça va peut-être un petit peu restreindre le gap entre les joueurs suisses et les joueurs étrangers. J'espère qu'on a répondu au mieux, en tout cas. Au pire, on refera un update la semaine prochaine, Mais c'est pas grave, ça nous occupe. Alors on passe à Fribourg. J'ai envie de dire honneur au club roman le mieux classé. Au point. Ouais. Au point par match, Lausanne est toujours devant, mais Lausanne étant en quarantaine, on le rappelle. Voilà. Mais en plus de ça, Fribourg reste sur 2 victoires. Il y a une victoire contre Zurich et puis une victoire contre Berne mardi à domicile pour un derby de Zeringen finalement. D'une tristesse absolue en termes de décorum, on va dire. Ça ressemblait pas à un derby de Zeringen, mais ma foi, c'est notre nouvelle normalité. On en parlait juste avant, ma foi, il faudra s'y habituer. Fribourg finalement qui arrive à battre Berne, ça c'est pas trop une surprise parce que je crois qu'ils ont gagné 3 fois contre eux, qui bat Zurich. J'aimerais aussi revenir sur ce match-là parce que on a souvent dit que Fribourg était bon contre les équipes qui étaient en dessous et que c'était hyper important de gagner ces matchs contre les équipes qui sont censées être plus faibles, ou en tout cas cette saison qui sont plus faibles, et que contre les équipes de haut de tableau, c'était un petit peu plus compliqué. Ce match contre Zurich, on ne leur enlèvera pas. Après, on peut aussi regarder le match et se dire que quand il y a 2-2, Fribourg est pas loin d'encaisser le 3-2. Berra fait un très très bon match. Zurich gagne la période 12-7 au goal. Au shoot. Ouais, au shoot, exactement, pardon. Mais il y a eu 2 buts de Fribourg, plus encore un but annulé. Donc, la maximisation des opportunités du côté fribourgeois, voilà, quoi, ma foi, c'est aussi ça le hockey sur glace. Mais peut-être se dire que Zurich est aussi un petit peu fatigué, parce que c'était leur 4e match en 6 jours. Ouais, et le 3e en 4. Voilà, c'est pour ça que, désolé, j'aimerais peut-être des fois bien pouvoir dire waouh, le match, si ce n'est référence en tout cas, vraiment, c'est superbe. Ce qui est sûr par contre, c'est qu'on leur enlève pas cette victoire. Ils sont su aller la chercher, ils ont su trouver les ressources nécessaires. Ils avaient aussi des blessés dans leur rang, donc chapeau. Oui et non, alors effectivement, t'as bien résumé ce match. Fribourg, il leur manque quand même actuellement un peu des gros gaillards, on va dire. C'est ça. Alors, Brodin était là contre Zurich, il n'était pas là contre Berne, mais il manque Brodin, il manque Stolberg. Alors, les deux ne peuvent pas être là en même temps si tu pars du principe que Desharnais et Gunderson sont là, et Di Domenico, on n'en parle même pas, on en parlera plus tard probablement. Mais il manque un Rossi, il manque un Eren qui s'est bloqué le dos. Il manque quand même des joueurs d'impact offensivement. Quand tu vois que dans le match contre Berne, la 3e ligne, c'était Jobin, Bougreau, Timothée Schaller. Timothée Schaller qui a fait un joli match durant ses 6 minutes de présence sur la glace. Et encore en 13e attaquant, il y avait un joueur de 17 ans, Kevin Nicolet, qui fera ses 18 ans à la fin du mois. On va dire que si Zurich l'avait gagné à Fribourg, on aurait dit oui, Zurich a gagné à Fribourg. Mais bon, face à un Fribourg qui est pas mal embêté par les blessures, donc ça va dans les deux sens. Et en termes de maximisation des chances,
c'est vrai que cette saison, il y a eu 2 fois sur les 4 défaites de Fribourg avant ce match-là contre Zurich, il y a eu la coupe aussi, où Fribourg a été la meilleure équipe sur la glace, mais est sorti vaincu. Sur ce coup-là, effectivement, c'était peut-être pas aussi flagrant, ou voire c'était dans l'autre sens. Mais comme tu dis, ça va. C'est là où c'est intéressant de voir tout ce qui est statistique et analytique sur le long terme et pas au match par match et dire ah, c'est étonnant, ils ont perdu alors que les statistiques étaient censées les donner gagnants. Non, c'est sur un long terme que ça peut avoir un sens. Moi, je continue à. Il y a plusieurs joueurs comme ça. Je sais, c'est des marottes. Hein. À Genève, c'est Omar, il y a eu Nielsen, etc. Mais moi, chaque fois que je vois Di Domenico sur la glace, je suis obligé d'être enthousiaste, en fait. C'est fou. Pour moi, ce joueur, ce qu'il apporte à Fribourg-Gotteron, et encore plus ce qu'il a apporté contre Berne, où justement, ce que je disais avant, il manquait Stolberg, il manquait Brodin, il manquait Eren. Il manquait plein de joueurs d'impact offensif. Je te dirais Zurich aussi, quand même. C'est lui qui marque le 3-2 d'un solo assez C'est lui qui marque le 3-2. Il est magnifique. Et il est tous les soirs au taquet, ce joueur. Et il fait... Alors, là, il a, sur les 22 derniers buts de Gotteron, il est impliqué directement sur 11. Donc, la moitié des buts de Fribourg, il est impliqué en termes de points. Par contre, je pense que sur environ les 3/4, il doit être sur la glace en train de faire un truc dans un coin ou de récupérer un puck. Il est tout le temps actif. Et ça, c'est vraiment impressionnant, je trouve, chez lui. Et aussi, en fait, quand il a été engagé, il y avait le côté un peu... en anglais, on dit un flag, et c'est vrai que dire un drapeau, c'est un peu... Ça fait con, mais un drapeau rouge... Tu peux dire qu'il y avait un warning pour ouais, exactement, anglais. Ouais, il y avait un petit... Il y avait l'astérisque à côté pour dire il y a un petit souci, c'est que on sait qu'il est assez sanguin, on sait qu'il est assez sujet à l'émotivité, et finalement, cette saison, on n'a pas ce Di Domenico qui peut te péter un plomb et donc te coûter éventuellement un 2+10, où il n'est plus là pendant 10 minutes, et ça a énervé. Et je me demande si l'impact, en fait, le fait qu'il n'y ait pas de supporters dans les tribunes, agit pas sur lui comme une sorte de soupape de sécurité, finalement. Et tu me mentionnais hors antenne, on va dire, la charge de Chervet à son encontre. Chervet a ramassé 2 minutes. Di Domenico est venu lui parler. Moi, j'ai eu peur. J'avais pas vu qui était le joueur qui s'est fait charger. Mais voir comme ça contre la bande, je me dis, ouh là là là. Puis après, de savoir que c'est Di Domenico, de le voir venir à hauteur de Chervet, lui dire 2-3 trucs. Pas de coup de poing, pas d'échange, juste un truc, voilà, peut-être une insulte, un truc. L'autre, il part sur le banc, l'autre retourne très très bien. Et ça, peut-être que dans un derby des Tseringen... Normal, on va dire. Ouais, des verres de bière, des programmes qui volent sur la glace, des pièces de monnaie, des Natel, des 3310 qui sortent sur la glace. Non, mais on aurait des piles, on aurait été là-dessus. Et il n'y a pas ça. Et peut-être que finalement... ça induit et ça a un super impact sur un joueur comme ça, finalement, parce que ça gomme ce qui pourrait être un aspect négatif de son jeu. Ouais, complètement d'accord avec toi, c'est une très bonne analyse. Et là, ouais, il est à 10 buts et 25 passes décisives déjà, et il sera top scorer de Fribourg-Gotteron vendredi soir à Lugano. Ça va être un match pas au sommet en termes de classement, par contre, ça va être un match entre 2 équipes... on va dire en bonne forme. Lugano, ils sont sur 6 victoires consécutives. Fribourg est à 4-5. La seule défaite, c'est contre à Lugano. Donc ce match-là va être intéressant. Puis il y a un point qui chatouille quand même, c'est l'absence de David Ebicher, toujours, qui est 8e défenseur, on va dire, et Christian Dubé joue à 7 et a expliqué à la Liberté après le match de Zurich qu'il préfère pas laisser s'asseoir un joueur au bout du banc, mais quand il joue, lui donner un vrai rôle. J'ai aussi parlé un peu avec lui après le match en disant mais il n'y a pas une chance que David Ebicher revienne dans l'alignement. Il dit on parle beaucoup avec, on l'accompagne, mais au bout d'un moment, c'est un joueur de 19 ans, il sort de junior, il ne faut jamais oublier ça. Donc, il faut aussi avoir un peu de patience avec ce joueur. Est-ce qu'il y a une vraie réponse à apporter ? Parce que moi, je te dirais, c'est un peu dommage. Laissez-le faire des erreurs, finalement, parce que c'est comme ça qu'il va pouvoir apprendre. Et de dire, je veux le préserver, forcément, il ne fera pas d'erreur par essence s'il est dans la tribune. Mais du coup, est-ce qu'il va moins progresser ? Vu qu'il peut pas, il n'est pas en licence B quelque part. Quand même un peu dommage. Moi, j'aime bien, mais on répète aussi que quand tu fais jouer beaucoup de jeunes, il y a un moment où tu peux pas. Tu peux pas tous les aligner parce que sinon, c'est contre-productif pour eux. C'est même pas une question de savoir si tu vas gagner ou perdre le match. C'est juste de dire que pour leur développement, ça va pas être positif. Maintenant,
je comprends aussi à Fribourg la grogne de certains supporters à cet égard, parce que peut-être au niveau de la communication, on a beaucoup parlé de ces jeunes, on était très satisfaits, on donnait le modèle de Genève de la saison passée, le modèle de Davos, et que l'émergence d'un Schmidt, on avait envie que en fait, ce soit un chablon qui puisse se répéter saison après saison pour finalement construire une équipe romande fribourgeoise, en tout cas. Et dans le même temps, il y a aussi du côté de Fribourg le spectre, si j'ose dire, Andrea Glauser, qui, mécontent d'avoir dû patienter, d'être envoyé à Turgovie pour poursuivre son développement au lieu de ne pas jouer à Fribourg. Il avait joué à Turgovie, si tu te souviens, avant d'être rappelé. Quand il a été rappelé, il jouait 7-8 minutes par match. C'est là que Langnau lui a fait une offre de 3 ans qu'il a acceptée. Et donc, il a quitté le club. À Langnau, il est devenu un défenseur établi de National League. Pas dominant, mais un défenseur établi de National League. Et là, maintenant, il va franchir un nouveau step pendant la Lausanne à partir de la saison prochaine. Pour un Fribourgeois, je pense que ça doit faire bizarre de se dire qu'il n'est pas à Fribourg, d'avoir un Fribourgeois comme Glauser. Et Bicher, il y a la crainte de vivre la même chose. Après, un Christian Dubé nous explique à la fin du match en disant on doit aussi gagner des matchs. Et à ce moment-là, tu dois faire une pesée d'intérêt. Est-ce qu'ils auraient perdu des matchs parce qu'il y a Bicher sur la feuille de match? Je ne suis pas convaincu. Son argument, c'est le laisser au bout du banc, c'est pas une bonne chose non plus pour lui. Ça se défend. Tu sais, c'est cette double casquette de Dubé. D'être à la fois directeur sportif et à la fois entraîneur. Et peut-être que, il l'enlève. Quand il est derrière le banc, il est entraîneur. Quand il est dans son bureau, il est directeur sportif. Il peut pas gommer le fait qu'il est aussi toujours entraîneur. Donc peut-être que là, ça joue un peu un rôle, je sais pas. Ouais, est-ce que le directeur sportif dit le Christian Dubé directeur sportif dit au cerveau Christian gauche Dubé ou cerveau droit? Fais voir jouer un peu Bicher, puis l'autre il lui répond non, mais ça peut être de la schizophrénie au bout d'un moment, mais on n'en est pas loin. Ouais. Oui, je pense que le directeur sportif a envie que Bicher se développe. Par contre, le coach a envie de gagner des matchs pour pas se faire virer par le directeur sportif qui est la même personne. Là, on s'en sort plus du tout. Mais effectivement, c'est une pesée d'intérêt. Et suivant avec quelle casquette, vu que c'est l'image que tu utilises, tu prends une décision, l'intérêt est différent. Et je pense que c'est exactement le problème dans lequel est Fribourg-Gotteron actuellement avec David Bicher. Est-ce que tu verrais parce que je lisais ça sur Internet, est-ce que tu verrais une ingérence de la part d'Hubert Weber, donc le président, pour mettre pas un taquet, mais de dire à Christian Dubé, fais voir jouer Bicher un peu plus, s'il te plaît. Est-ce que tu penses que ça pourrait arriver? Moi, j'ai l'impression que non, ils sont assez intelligents pour laisser les personnes en place. Mais... Ouais, je crois effectivement que la direction de Fribourg-Gotteron sait rester à sa place, dans le sens... ils ont suffisamment d'autres choses à gérer que l'aspect technique du hockey sur glace, et je ne pense pas que ça arrive. Je peux clairement me tromper, mais tout ce que j'entends, et je ne pense pas que Hubert Weber ferait quelque chose comme ça. Vraiment, tu parlais des points. Hein. Ce qui est assez impressionnant, c'est que on sait qu'en National League, on parle souvent de André Ghetto, de Lenstein, qui sont 1 et 4 du classement des compteurs. On a Hoffman, Kovar, Simeon, qui sont dans le top 15. Puis dans ce top 15, il y a aussi 3 Fribourgeois. C'est Di Domenico, 32-35, donc 32 matchs, 35 points. Motet, 34-33. Gunderson, 35-33. Et puis si on ose aller jusqu'au top 20, on a encore Victor Stolberg, 29-26. Et Desharnais, même chose, 29-26. Ce qui est même assez impressionnant d'avoir finalement quasiment tous les étrangers du club qui marchent bien, plus Kylian Motet. C'est impressionnant, ouais, complètement. Après, quand tu prends autant de buts, il faut aussi qu'il y ait des gars de l'autre côté de la glace qui en mettent de temps en temps. Mais ils en marquent vraiment beaucoup. Ouais, c'est vrai, c'est assez impressionnant. On parlait d'I Domenico, mais lui, c'est un créateur plus qu'un buteur. Il a que 10 buts finalement, mais il a 25 passes décisives. Et ouais, il y a du talent. On peut aussi le voir peut-être un tout petit peu différemment. C'est peut-être qu'il y a moins ces lignes 3 et 4 qui t'amènent du scoring. Donc, tu as intérêt d'avoir tes lignes 1 et 2 qui en amènent un peu plus que la moyenne. Là où peut-être qu'un Zurich va pouvoir compter sur une plus grande profondeur de banc. Et Zug aussi, effectivement, avec un Sentel et compagnie. Il y a aussi un point qui m'intéresse avec Fribourg, c'est le powerplay, finalement, qui est
on en a parlé. On a assez dit que quand il y avait eu Ernest Stolberg la première année, on imaginait un powerplay qui devait être performant. On l'avait vu en match de préparation. Ça tournait vraiment très bien. Saison régulière, ça s'était moins bien passé. Et puis là maintenant, ce powerplay, il est létal, quoi. Et il est à, qu'est-ce qu'on a dit, à quasiment 25%, si je dis pas de bêtises, 24,79, avec seulement finalement 117 opportunités. En fait, c'est ça le plus intéressant dans cette statistique, je trouve, c'est que Fribourg est l'équipe qui a le moins... la 11e équipe en termes de chance. Fribourg est une des équipes qui en marque le plus avec 29 buts marqués déjà. Et oui, c'est clairement une de leurs armes avec Reto Berra, avec le powerplay. Disons, un bon gardien et un bon powerplay, tu peux déjà viser le top 6 en fin de saison régulière. C'est, quand on regarde d'ailleurs le nombre de buts par match, on a donc en tête, je crois que c'est Bienne, 0,94. C'est quasiment... En fait, tu pars dans le match avec la possibilité qu'il y aura un but à peu près. Tu pars 1-0 tous les soirs. Voilà. Genève, 0,93, donc pareil. Zouk 0,91, Fribourg 0,86 et Zurich 0,86 et Fribourg 0,83. C'est vraiment très solide quand on voit que par exemple Berne est à 0,5, Langnau à 0,47. Ces deux équipes sont en fond de grille. On n'est pas surpris. On est plus surpris de retrouver Lausanne à 0,62 finalement. On sait que Lausanne a des soucis avec son powerplay. Pourtant, ils sont censés avoir des joueurs capables de faire tourner la machine. Ça marche moins bien, mais là, c'est assez dingue de se dire qu'en tout cas, les 5 premiers clubs, quasiment un but de base, il y a 1-0 d'emblée. Ouais, non, c'est assez impressionnant cette équipe de Fribourg en powerplay aussi. Bah ouais, finalement c'est la qualité individuelle d'un Gunderson à la pointe qui met tout le temps le puck juste, que ce soit une passe sur un des deux ailiers, que ce soit un puck mis au but. Il n'a pas un shoot, c'est pas Magnus Nygren qui va transpercer les filets une fois sur deux. Par contre, il va tout le temps mettre le puck au bon endroit pour la déviation. Le but de Schmidt, c'est aussi parce qu'il il est au bon endroit pour dévier ce puck. Il n'y a pas besoin d'envoyer un schlap monstrueux, au contraire, pour que la déviation soit utile. C'est parfait, ces petits lancers un peu flottants. Le positionnement de Schmidt sur ce 1-0 est assez intéressant d'ailleurs, quand tu vois que c'est finalement un assez petit joueur, mais qui a accepté d'aller se faire mal à cet endroit-là et qui a pris finalement le rôle qui pourrait être dévolu à un gros bébé comme un Stolberg, un Rossi. Ben non, en leur absence, c'est ces joueurs-là qui vont aussi mettre un peu de trafic. Et c'est ça qui a débloqué le match finalement contre Berne, au moment où Fribourg n'était pas vraiment, vraiment bien. Donc tu disais prochain match Lugano, vendredi au Tessin, oui. Et puis dimanche contre Bienne, et puis après encore mardi contre Rapperswil. Le match contre Lugano, qui reste sur 7 victoires consécutives, va être vraiment hyper... J'ai dit 6 avant, pardon. Ah, genre, moi, j'ai pas relevé. Mais voilà, après Bienne et Rapperswil, pas le calendrier le plus compliqué, bien évidemment, il faut gagner ces matchs, etc. Mais là, Fribourg a quand même l'occasion de continuer à engranger des points, quoi. Exactement, ouais. Alors effectivement, faudrait continuer à garder cet écart, parce que faut quand même faire un peu attention au trompe-l'œil que représente ce classement, parce qu'avec 64 points, Fribourg est deuxième, donc à égalité avec Zurich. Derrière, à la différence de but, et aussi si c'était en confrontation directe, ce serait également derrière, parce que Zurich a battu Fribourg plus souvent qu'à son tour. Mais Genève a 6 matchs de moins, donc tu rajoutes quelques points en plus. Ils sont pas très loin de Fribourg. Lausanne, on n'en parle même pas, ils ont 9 matchs de moins, ils ont 13 points de retard. Donc il y a deux équipes qui sont au contact de Fribourg, on va dire virtuellement. Donc ils sont troisième, on va dire entre 3 et 5. Tout le monde ne va pas gagner les matchs. Les matchs en retard, tout le monde ne les gagne pas. C'est une erreur de toujours le calculer comme ça. Mais oui, il y a moyen de consolider cette place en tout cas. Jouer Sport, un jeu de la loterie romande. Alors j'ai 2 annonces à faire pour cette capsule de paris sportif. Attention. 1, on a le droit de parier contre Langnau à Langnau. C'est pas forcément si compliqué que ça. On l'a vu avec Zug la semaine passée qui s'est imposé 9-4. Donc on est très con. Ouais, faut faire le malin de temps en temps. On se tape assez dessus quand on fait faux. Et en 2, contrairement à ce que j'ai dit au tout début de l'épisode, finalement la quarantaine du LHC est levée. Comme quoi, les décisions du médecin cantonal peuvent être inattendues. Donc le match de vendredi entre Lausanne et Rapperswil a lieu comme prévu. Et un match est rajouté entre Zug et Langnau
Bon, mais là, jouer Zug à la maison contre Langnau, c'est presque une cote négative. Donc, bref, pour cette semaine, toi, tu pars sur quoi? Ah non. Donc moi, j'ai fait le malin sur mon pari, mais toi, tu as fait juste aussi. Après. Ah ouais, je peux bomber le torse, là. Avec mon fameux back-to-back entre... vraiment, il y avait un Berne-Zurich, ou un Zurich-Berne le jeudi et un Berne-Zurich le vendredi. Berne s'est imposé le jeudi. On avait dit qu'on partait normalement plutôt le résultat inverse. Ça s'appelle une 2 bêta dans le jargon. Ça. Ouais, mais en fait, c'est une 2 bêta qui a du bol parce que si Zurich avait gagné, j'aurais clairement pas été tranquille de parier sur Berne le vendredi. Donc ça m'allait bien que Zurich perde le jeudi. Grunborg a resserré les boulons, 3-0 contre un Berne. On l'a vu encore contre Fribourg. Je comprends pas cette équipe, c'est fantomatique. Ok, ils se qualifient pour la finale de la Coupe de Suisse, si on veut. Genève, c'est un peu marché dessus, ils auraient pu tout à fait l'emporter. Berne a allé chercher sa victoire, très bien, ça leur fait une possibilité d'éventuellement gagner quelque chose cette saison. Mais sur le reste du championnat, c'est une purge, c'est une catastrophe, ça va pas du tout. Mm-hmm. Là, il y aurait un Berne-Zurich, mais ça me convainc pas. Et par contre, effectivement, Lausanne-Rapperswil, tu disais, Lausanne, quand ils reviennent contre Ambry, c'est toujours bien. On se souvient du 6-0 de la dernière quarantaine, enfin du retour de dernière quarantaine. Je pense pas qu'il y aura un 6-0. Rapperswil est clairement pas c'est pas des rigolos. Donc, mais quand même, je m'attends à ce que Lausanne, j'espère, va reprendre là où ils avaient laissé. On se souvient du 5-1 contre Zug. On a parlé sur le plateau des Pécalistes que c'était un match référence. J'ai répondu à Roland, qu'on salue, et à Johan, et aux autres, et à Geoffrey, et à Didier, que c'était compliqué d'avoir un match référence, parce que c'est la référence selon quoi? Selon après une semaine ou 10 jours où tu joues pas. Donc il aurait fallu pouvoir voir l'impact de ce match tout de suite. Ça n'a pas été le cas, puisqu'il y a eu la quarantaine. Donc voilà, j'espère que quand même, Lausanne va montrer un peu que, ok, c'est compliqué contre Rapi, mais ça doit passer. Alors, on va prendre, sans doute avec le handicap, c'est un peu plus couillu, mais... Ouais, non, mais quand même. On toi n'a encore pas les codes sur Jouer Sport actuellement. Donc, la seule qui est disponible actuellement au moment où on enregistre, c'est Lugano-Fribourg. D'instinct, j'aurais tendance à dire que Lugano va gagner contre Fribourg. Lugano est vraiment, vraiment fort en ce moment. Il y a Butker qui s'est réveillé. Mais toute série tend à... C'est vrai, ils vont pas gagner les 20 derniers matchs de leur saison régulière. Donc, effectivement, mais il est casse-gueule ce match. Il y a Berne-Zurich. Tu l'aimes bien, le Berne-Zurich en général. Est-ce que Zurich va aller gagner à Berne? Mais là aussi, Berne va pas tout perdre. Donc... moi, j'aime bien Genève à Davos. Parce que Genève, on en parlera un petit peu plus tard dans ce podcast, vient de se ramasser contre Davos à la maison. Davos a énormément de blessés. Bref, je ne veux pas dire tout ce qu'on va dire tout à l'heure dans la partie sur Genève. Mais Genève ne peut pas faire 2 matchs pourris à ce point contre Davos. Et ce serait une cote à l'extérieur. J'aime bien. Il y a de très fortes chances que je parte sur Genève vendredi soir. Très bien. Vous suivrez tout ça, vous avez l'habitude, ce sera vendredi matin sur nos réseaux, le temps qu'on se mette un peu à jour avec les codes sortent. Exactement. Jouer Sport, un jeu de la loterie romande. Passons au bout du Léman à Genève, où c'est une situation un petit peu spéciale, parce que je ne sais pas s'il fallait mettre un sous-titre, tu sais, je mettrais frustration, dans le sens où ils sont frustrants, compte tenu des qualités qu'ils ont, compte tenu du contingent, compte tenu de tout ce qu'on sait, compte tenu du fait qu'ils ont un super gardien, qu'ils ont un Tom Ernest, qu'ils ont un Omar, et que les 4 derniers matchs, ça fait défaite contre Fribourg, victoire au pénalty contre Bienne, on va dire victoire un peu chanceuse contre Bienne, Bienne aurait mérité sans doute beaucoup mieux qu'un point. Il y a eu la coupe, défaite au pénalty contre Berne, et puis... là, mardi soir, tu mènes 2-0 contre un Davos qui arrivait à peu près avec le spécialiste, je sais pas, le kiné pour pouvoir jouer. Ils ont demandé à 2 gars devant la patinoire de mettre des maillots. Ils sont venus en minibus, Davos. C'était impressionnant de voir le line-up. Et quand tu te dis ça, tu te dis même, il n'y a aucune chance que... C'est du sport, il y a toujours une chance. Mais c'est toujours le même film. Hein. Mais oui. L'équipe diminue et d'habitude c'est Genève qui joue ce film-là. Hein. Tu vas jouer avec 14 suspendus, 8 blessés. Il y a Asselin qui vient en renfort.
Et il gagne. Donc, Genève s'est fait jouer ce film-là par Davos pour une fois. Mais quand tu mènes 2-0 rapidement comme ça... Mais on en revient à ce qu'on a dit une fois ou l'autre. C'est que, moi, tu parles du mot frustration et c'est vraiment tout ce que j'entends et tout ce qui transpire en ce moment de Genève. C'est une implication défensive de certains qui est quand même un peu limite. C'est un Linus Omark qui fait plaisir sur plein de choses offensives, mais défensivement qui fait beaucoup moins plaisir. Quand tu as dit l'implication défensive de certains, je me suis dit, ouais, dont Linus Omark. Ah non, pas dont, surtout de... Et on en parlait il y a peut-être un mois, durant le mois de décembre, c'était un peu compliqué. L'aspect, il faut gérer Linus Omark dans le vestiaire et tout le monde se demande pourquoi ils n'ont pas les mêmes libertés que lui sur la glace dans le vestiaire. Ça grince un peu des dents et c'est là où tu dois avoir un Patrick Aymon qui doit taper du poing sur la table, qui doit être capable d'aller recadrer ses joueurs, sa star. Et est-ce qu'il en est capable ? Je ne sais pas, je ne suis pas dans l'intimité du vestiaire. J'ai pas cette réponse. Ouais. Par contre, ce que je vois sur la glace et ce qu'on voit depuis les tribunes, moi, ça me donne des indices qui me font me dire que non, peut-être qu'il n'y a pas eu peut-être des discussions, il y a eu, mais il n'y a pas eu d'effet à ces discussions. Donc oui, Linus Omark, il te marque le but, il te marque un beau but, il fait des feintes et tout, mais au bout du compte, il coûte aussi pas mal derrière et ça grogne. Début de l'année, l'une des méthodes utilisées par le coaching staff, parce que c'est pas que Patrick Aymon, c'est tout un groupe avec Yann Cadieux et Louis Matt, toujours pour bien réfléchir, pas me tromper de prénom, ça a été de brasser complètement les lignes, de relancer une nouvelle dynamique. Ça a bien marché au début de l'année. Et là, tu te retrouves de nouveau dans une sorte de rythme un peu, de frustration générale. Faux rythme. Ouais, puis à Berne, tu as quand même l'impression que, vu l'équipe de Berne du moment, tu dois pas te laisser remonter en fin de match. Le match doit être tué bien avant. Contre ce Davos-là, qui ne compte quasi que Marc Wieser comme joueur offensif, il en met 3. Alors, moi, j'aime beaucoup Marc Wieser. C'est une sorte de timbré sur la glace qui peut faire tous les soirs tout et n'importe quoi. Là, c'était tout ce soir-là. Il pourra faire n'importe quoi vendredi si ça se trouve. Mais au-delà de ça, c'est l'implication générale de toute l'équipe. Collectivement, je trouve que c'est une défaite collective et c'est une faillite collective et individuelle à la fois, cette défaite contre Davos, et moi je la trouve assez grave en fait. Parce que tu parles de Omark et des fois, évidemment avec son casque jaune, le fait qu'il avait quasiment 1,5 point, voire presque 2 points par match au début de saison, on voyait que lui, il était présent à peu près sur tous les buts. Là maintenant, c'est pas parce qu'il est moins présent sur la feuille de marque qu'il n'est pas important. Parce que si Winnick est aussi fort depuis qu'il a été replacé avec Omark, c'est aussi parce qu'Omark attire des joueurs vers lui, parce que de toute façon, il fait peur aux défenses. Donc, ça libère de l'espace pour les autres. Tyler Moy en profite aussi. Donc, je pense que c'est peut-être un peu fort de tout d'un coup de dire... On le porte au nu et on le voit aux Gémonies juste après en disant non, il est nul, c'est pas possible, il fait n'importe quoi. Puis ok, ça compense pas le fait qu'il marque un but. Quand Genève gagne grâce à Winnick, c'est aussi parce que les autres sont là. Bien sûr, puis quand Genève vient gagner à Lausanne sur un but de Linus Omark à la 58e, c'est quand même lui qui a décidé le match du bon côté ce soir-là. Mais c'est un package complet finalement. Quand tu prends Di Domenico à Fribourg, c'est aussi un package complet. Tu vas devoir gérer Di Domenico et tout ce qui peut aller avec lui, tout ce qu'on a vu à Langnau. Quand tu prends Linus Omark, tu vas gérer tout ce qui va avec lui. Et il faut en être capable, il faut peut-être aussi un coach qui est capable de le gérer. Est-ce que c'est le bon mix avec Genève ? Dans ce Genève-là, on rappelle quand même que dans un passé pas si lointain, ce qui faisait la force de Genève, c'était son collectif, justement. C'était ces joueurs, on va dire, de devoir, de rôle, les Florent Douel, les Guillaume Maillard, qui sont plus là, les Tim Boson, qui font que cette quatrième ligne genevoise était tous les soirs, elle était pénible à jouer, pénible à jouer ouais. Pour l'adversaire. Ils arrivaient à mettre de l'intensité constamment. Et puis tu fatigues une bonne ligne adverse. Exactement. Et au moment du transfert, où honnêtement, je pense que si dans Hockey Manager, si on t'avait dit t'enlèves Boson, Maillard, Douai, puis tu prends Vermine et Moy, tu dis merci, c'est super. Et on le disait au moment du transfert, attention quand même à ce que ce Genève ne perde pas son identité
Et quand on voit ce qui se passe depuis un petit moment, et même s'il y a eu ce mieux sur le début de l'année, si tu prends le dernier mois et demi, bah, moi, je vois plus l'identité du Genève que j'aimais bien aussi finalement. Et c'est pas que Linus Omark, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, au contraire. Alors, ce serait pas... je veux pas faire dans les extrêmes. Non, vraiment pas. Par contre, oui, est-ce que Genève, en ajoutant Moy, en ajoutant Vermin, en ajoutant Omark, a peut-être pas beaucoup plus de talent offensif, mais est-ce que le package global n'est plus vraiment présent? C'est très possible. Je suis un peu... C'est pas de la déception, mais j'aurais bien voulu voir Miranda un peu plus... avoir un peu plus d'impact match après match, si tu veux. Oui. Quand tu disais, il pourrait être... J'aimerais bien le voir en première ligne, ou en tout cas... Sur avec une un ligne rôle. Voilà, et... Là, en troisième ligne avec Fer et Timcast, d'ailleurs, je suis assez surpris de le voir dans l'alignement finalement devant un Smirnov, mais là encore, de nouveau, c'est Patrick Aymon qui les voit au jour le jour, c'est Yann Cadieux, c'est Louis Matt, ils savent très bien ce qu'ils font et ils sont beaucoup plus malins que nous, et ça, je ne remets pas du tout en cause. Je pense aussi à une chose, c'est c'est la blessure de Marco Maurer. Et dans un collectif où on a besoin de joueurs, on parle de ces joueurs de rôle, j'ai l'impression que s'il y a un rôle qui est un peu dommageable, c'est de perdre un Marco Maurer qui est un soldat exemplaire, qui va pas faire beaucoup de bruit, qui va pas marquer beaucoup de points, mais par contre, qui sur une paire de défense va être hyper solide et on va pouvoir compter sur lui. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi sur ça. Je me permets de revenir sur Marco Miranda. À Bienne, il est 15 minutes sur la glace, plus 4 minutes en powerplay. Ça, c'est pas si mal quand même. Et contre Davos, il marque un but. Donc, à Bienne, Davos, il est muet. Par contre, il est 2 minutes en powerplay. Plus de 2 minutes en box-play. Donc, il joue assez... Enfin, il a un rôle quand même. Mais là, c'est vrai que quand tu le mets avec Fer et Timothy Cast, c'est déjà un petit peu mieux que dans un passé assez récent où il était en 4e ligne. Donc, j'aime bien ce trend-là. Si en plus il peut marquer de temps en temps un but, ça ne pourra que lui donner plus confiance en lui. On termine avec Bienne qui reste sur un match fou. On en a toutes les semaines des matchs complètement fous. Ouais, mais c'est un peu... Là, je suis obligé de dire, le théorème de Greg va pas, quoi, parce que qui sait qui peut mener 4-0 et se faire... ou perdre 4-0 et revenir, c'est Fribourg. Finalement, là, maintenant, on a l'impression qu'il y a toutes les équipes qui sont capables de le faire. Davos, qui remonte, qui met 4 buts en un tiers, et puis là, surtout, c'est la deuxième fois que Zug mène 4-0 et perd son match. Il y avait eu le match contre Zurich récemment. Ouais, un 7-6 après prolongation. Et ça devient presque une Zug maintenant dans le jargon, vu qu'on est très jargonneux aujourd'hui. Mais oui, au moment où tu as Van Pottelberg qui sort pour Pope à la 22e, Van Pottelberg, pour une fois, passé temps, il est vraiment bon. Il fait pas grand-chose pour éviter les 3 buts, disons. Il est aussi un petit peu esselé à ce moment-là. Après, tu as encore le 4-0 qui vient dans la foulée. Tu dis donc Bienne est avec Pope, Azug, et il y a déjà 4-0 à la 27e. Ouais, bon courage. Puis voilà, petit à petit, Kreis d'abord, après un petit powerplay, puis voilà, 4-2. Puis Zug a fait, dans la fébrilité, disons, ce que Bienne a fait très récemment contre Berne, si tu te rappelles, quand ils ont pris but sur but à la maison avant de finalement gagner en prolongation. Et puis voilà, Bienne a montré qu'il avait du caractère et qu'il était capable de jouer jusqu'à la 60e. Pouliot marque des buts, Rayala marque des pénaltys, marque un but et un pénalty. Ouais. Damien Brunner marque un but. Donc Luca Conti de retour aussi parce qu'il avait manqué. Est-ce que contre Lugano il n'était pas absent, Luca Conti? Oui, il n'était pas là, Lugano, pour la défaite 4-1 de dimanche. De retour, Conti, il était prolongé cette semaine jusqu'en 2025 c'est bien. par le HC Bienne. On parle souvent des projets biennois et là, c'est un deuxième projet qui est complètement réussi parce que Brunner et Conti, c'est un peu on va dire, Leistungsträger pour parler le bon français. Je pensais qu'on aurait droit à Zorgenkin, mais... Non, pas du tout. J'aurais jamais osé dire ça, c'est pas vrai. Conti, j'étais ultra dubitatif, honnêtement, par rapport à tout ce qui s'est passé, par rapport aux joueurs qu'il était par le passé, par rapport aux problèmes qu'il a pu avoir à Lugano, etc. Mais force est de constater que non,
On peut se dire surtout que c'était finalement à Lugano que ça n'a pas joué, qu'il ne savait pas gérer un joueur comme ça. Parce que finalement, il était plutôt pas mal à Zurich. Après, il avait connu une fin, mais à un moment, il était ultra dominant. Bien sûr. Il est dominant à Bienne. Donc finalement, la période où il n'était pas dominant, c'était à Lugano, mais il a été blessé à l'épaule. Bah, ouais, les circonstances, quoi, c'est toujours la Puis même là, chose. ouais, il est à 30 matchs, 26 points. Il est en route pour faire sa meilleure saison en carrière. Parce que ouais, sa meilleure saison en carrière, c'est 46 matchs, 44 points lors de la saison 2013-2014. Là où il avait joué les Jeux Olympiques. Il sortait de la médaille d'argent. On se demandait d'ailleurs s'il n'allait pas partir en NHL. Oui, exactement. C'était un peu la même trajectoire finalement qu'un Pius Souter qui était revenu d'Amérique du Nord. Il avait joué à Rimouski une saison. Et il avait joué quelques saisons en Suisse où il était ultra dominant. Puis non, il n'est jamais parti. Et puis il s'est un petit peu enterré à Zurich. Puis là, maintenant, c'est vraiment la renaissance pour Luca Conti. Finalement, il a que 31 ans. Donc il a encore, en tout cas, 3 bonnes années devant lui sans aucun problème. Ouais, il est assez économe. En plus, c'est pas un joueur qui tire beaucoup sur son physique. Donc, Exactement. Donc c'est un centre qui est créatif. Il peut même jouer sur une aile s'il faut dépanner. Il n'y a aucun souci. Je pense que là, c'est le même raisonnement finalement qu'on peut faire avec un Raphaël Diaz à Fribourg. Oui, quand tu lis la durée du contrat 2025, tu dis ouais, c'est un peu longuet de l'avoir signé aussi longtemps. Puis tu dis ouais, mais en même temps, si tu réfléchis de manière ultra pragmatique, il va bien vieillir ce joueur. Et oui, tu dis il a eu une blessure à l'épaule à Lugano qui l'a vraiment handicapé. Mais depuis qu'il est de retour à Bienne, c'est pas le physique le problème, on va dire. Et il n'y a pas de problème d'ailleurs depuis qu'il est de retour à Bienne. Et là, c'est clairement le joueur le plus régulier du HC Bienne depuis le début de saison. La saison dernière, il joue 44 matchs sur les 50, donc pas de souci. Là, il est déjà à 30 matchs joués. Donc non, moi, je vois ça comme une excellente chose, finalement, comme Bienne. Et aussi pour Bienne d'avoir réussi à le convaincre de rester, de lui se lier aussi longtemps à son club. Ça va dans les deux sens, la confiance qui est donnée, je trouve. Là, alors, pour la confiance donnée et le fait qu'il est signé, je crois qu'il faut regarder. Faut plutôt demander à Laurent Kleisel, qui est spécialiste achat immobilier du côté de Bienne. Non, mais il me sidère, mais c'est impressionnant. Il connaît toutes les histoires. Il te dira, oui, alors, en fait, il est avec sa femme depuis tant de temps, dans tel bâtiment, de tel truc. Et puis, c'est toujours juste comme il énonce les choses. Mais ça me frappe chaque fois. Il peut te dire, Kevin Fay, il y a ci, il y a ça. Tous les joueurs, ah ouais, mais lui, il a quitté tel truc pour venir là. Puis du coup, il est beaucoup plus content. Puis les enfants à l'école, maintenant, dans celle-là, ça m'hallucine comme il est au courant de tout ce qui se passe dans la vie biennoise. En général. J'imagine le Monopoly du HC Bienne avec la rue de la gare, avec Kevin Fay en photo, où il y a une maison que tu peux construire. Bref, j'imaginais le Monopoly du HC Bienne. C'est une idée marketing peut-être. Mais pour revenir au HC Bienne, finalement, cette défaite à Lugano, elle est effacée par ce magnifique retour complètement à Zug. Et finalement, Bienne s'est suffisamment bien remis dans la course pour se permettre de faire du 1,5 point par match jusqu'à la fin de la saison, puis de ne pas être trop mal. À une petite nuance près quand même, c'est que avec cette double barre, tu peux plus te dire que 50 matchs ou 52 matchs, 78 points, disons, tu es en play-off, parce que non, 6, ça suffit. Pour être 6, il va plutôt falloir taper dans les 82-83, j'imagine. Donc, aller perdre à Lugano, tu as le droit. Enfin, finalement, en ce moment, aller perdre à Lugano, c'est complètement normal. Il faudra quand même gentiment les prendre vraiment, vraiment au sérieux au passage Lugano. Hein. Oui, parce que Schlegel fait des sacrés matchs. Ils ont une défense qui tient la route. Ils prennent assez peu de buts, finalement. Hein. 2-1, 4-1. Enfin, ça tient clairement la route. L'important aussi, maintenant, pour Bienne, ça va être... de continuer là-dessus, puis peut-être d'avoir un peu plus de, on va dire, je sais pas si c'est de l'impact, mais des défenseurs, j'ai l'impression que les attaquants vont bien. On a, bon, là, il y a Kreis qui met un but, mais Rayala, Kunti, on a du Ischier, on a des joueurs offensifs, tant mieux, hein, c'est eux qui sont censés faire le job, mais on avait l'habitude d'avoir un petit goal de Radgeb de temps en temps. C'est drôle, parce que j'étais sur la fiche Hockey Fans de Yannick Radgeb au moment où tu commençais à parler de ça. Et je suis complètement de ton avis. Ça manque un petit peu cet aspect-là où, en début de saison, Radgeb, c'était quasi 1 point par match. Il était ultra impliqué offensivement. Là, ça fait
depuis un certain temps qu'on le voit moins scorer. Pourtant, il joue toujours du power play. Il est là, il a des occasions de se mettre en lumière. Et s'il fallait voir un petit souci, ce serait effectivement là. Mais bon, souci. Ouais, alors petit, et le mot souci est peut-être même bien excessif. Mais oui, Radgeb ne produit pas au niveau que tu attends de ton défenseur suisse numéro 1, voire de ton défenseur numéro 1. Je ne pense pas que du côté de Bienne, ils imaginaient en début de saison Peter Lindbaum, si étranger soit-il, comme leur défenseur numéro 1. Donc oui, celui qui est censé être ton meilleur défenseur ne joue pas en tant que meilleur défenseur. Donc petite progression serait la bienvenue de la part de Yannick Radgeb. Oui, mais Yanis Moser aussi. J'ai un peu l'impression que les deux défenseurs-là, qui à un moment... Moser a marqué une pelletée de points au début. On avait aussi dit que de toute façon, c'était pas tenable. C'est pas tenable. Maintenant, est-ce qu'on s'attend à ce que Yanis Moser mette et des statistiques à Yannick Radgeb parce qu'il a connu un super début de saison où on se dit c'était que du bonus depuis le début de saison et que finalement, comme c'était un très bon défenseur avant tout défensif puis qu'il est capable de faire une bonne passe mais qu'on ne s'attend pas à ce que ce soit un festival offensif et que c'est ça du bonus, finalement il est revenu, c'est un très très bon joueur, c'est un très bon défenseur, mais il s'est un peu calmé au niveau de sa touche offensive finalement. Ouais, je suis plutôt de cet avis-là et c'est pour ça que moi j'ai préféré mettre en avant Yannick Radgeb déjà parce que Yanis Moser, on en a parlé assez récemment et dans la réflexion globale de ce que doit être la défense du HC Bienne, Yanis Moser qui fait ce qu'il fait très bien, à savoir comme tu dis une présence défensive intransigeante. Puis de temps en temps il va être un peu utile sur le powerplay si ça se goupille bien, etc. Mais son travail, il le fait vraiment bien de l'autre côté de la patinoire et je trouve qu'à son âge, c'est déjà magnifique. En fait, la courbe de progression, il ne faut pas qu'on soit biaisé par ce début de saison et qu'on en attende trop non plus. Mais c'est finalement Kreis qui, parmi les défenseurs, est presque le défenseur qui reprend un peu plus le leadership au niveau des points, on s'entend, j'ai l'impression. Ouais, complètement d'accord avec toi. Il a encore marqué à Zug un but. Son retour contre Berne, il marque un but. Zug n'est pas venu le chercher par hasard, disons. Et je pense que Bienne aurait bien aimé le conserver à un moment ou à un autre. Ben voilà, tu as toujours les limites budgétaires que tu t'imposes finalement, que les circonstances et la conjoncture t'imposent. Et ben voilà, le prix d'un Sami Kreis était sûrement devenu trop élevé pour Martin Schneider. Au passage, il faudra quand même un jour que quelqu'un arrête Claudio Cadonno. Parce que c'est pas last man standing, ce championnat où il doit mettre tout le monde à terre. Et puis il y a eu Nettinen où il l'a envoyé dans la bande, il s'en est sorti sans rien. Il y a un autre cas d'une charge dans la bande, je sais plus contre qui, un étranger de Zurich, sauf erreur. Il s'en sort sans rien. Là, il va à la tête de... C'est pas lui qui blesse Roro? Non, c'est Peterson. Et là, il va à la tête de Ugly. Il n'y a pas eu de sanction sur le moment. J'ai furtivement vu l'image, honnêtement. Mais tu sais que quand Zug est sur la glace et qu'il y a un joueur adverse qui est tendu, tu te demandes où est Cadonno. Et là, forcément, c'était de nouveau le cas. Et j'aimerais quand même qu'un jour, il y ait une attention un peu particulière qui soit prêtée à ce joueur de la part des instances, disons. Et pas que les adversaires doivent se faire justice eux-mêmes. Ça serait un petit peu dommage. On n'est pas dans le Far West. Exactement. Ben voilà, on est au terme de ce 20e épisode de Colfax. Je crois que maintenant j'ai le compte juste dans la tête. Merci pour vos questions. On n'a pas pu répondre à toutes celles qui nous ont été posées, je crois, parce qu'aujourd'hui on avait pas mal d'actu à traiter et on ne vous oublie pas. D'ici la semaine prochaine, d'ailleurs, on est très content de les recueillir si besoin. Vous pouvez toujours nous écouter sur les réseaux sociaux, nous écouter sur SoundCloud, sur Spotify, etc. Elle est pas simple cette fin d'épisode. Conversez avec nous sur Instagram, Twitter, Facebook, etc. Et c'est peut-être pour ça que je suis perturbé. Petite capsule Hockey Manager avec l'arrivée des nouveaux transferts ce jeudi. Je pense que c'est vraiment ça. C'est l'excitation des nouveaux transferts. Je tiens plus en place. Capsule Hockey Manager avec nos bons plans, notre analyse du calendrier. Bon, un petit peu en tout cas. Et d'ici là, portez-vous bien, profitez bien de ces premières heures avec les nouveaux transferts, faites-les pas tous. Et on se voit la semaine prochaine si vous n'êtes pas joueur de Hockey Manager. À bientôt.